Rebonjour à tous. En effet, je vais essayer de vous démystifier ça. Alors déjà, je remercie ceux que j'ai embêtés un petit peu en amont. Et vous allez voir que dans le cadre de ma présentation, je vais aussi donner quelques références à des gens qui sont dans la salle, parce que s'il y a des questions sur quelques outils que je ne maîtrise, enfin que je maîtrise un peu moins, et ben, du coup, les questions pourront directement revenir vers eux. Voilà. Donc le plan que je vais utiliser, c'est pas du tout ça. Donc, hop, on revient là. Voilà. Alors, c'est simplement pour refaire les définitions. On va prendre en effet une référence, j'allais dire, qui fait foi. Partir de quelques exemples d'outils, vous verrez en effet que je ne peux pas être exhaustif. Donc, en effet, j'ai cité quelques outils et je vais plutôt vous parler d'un outil qu'on développe, nous, au niveau du CNPF. Je vais partir de cas d'usage. Donc les cas d'usage finalement alors on sera peut-être moins au tout début dans l'opérationnel, c'est-à-dire que c'est plutôt comment finalement au niveau RDI, la télédétection et puis la création de ces outils sylvoclimatiques finalement à un moment donné se rencontrent et à quel moment ils peuvent finalement se compléter. Pour arriver finalement à la fin sur une combinaison de produits pour l'opérationnel. Alors Claire, du coup, elle a un petit peu déjà évoqué cette question-là, mais sur lequel il restera beaucoup de choses à affiner derrière ça, c'est-à-dire que c'est des pistes et que au-delà de ces pistes aussi, c'est la partie opérationnelle qui doit un petit peu s'approprier tout ça. Voilà, donc avec forcément l'image d'une synthèse des usages et des perspectives potentielles. Bon, les petits trucs là, si vous voulez, je vous les donnerai, je les vends à la fin, puisque je les ai faits pour uniquement la diapositive. Bon, quand on parle, c'est très musclé là, mais vous allez voir après, ça redevient un peu light. Forcément, quand on parle d'outils sylvoclimatiques, normalement, il faut une définition. Alors, j'ai pris une définition de Myriam Leguet, comme ça, hop, personne ne pourra rien dire derrière. Bon, enfin bon, c'est juste, en effet, ça repartait un petit peu quand même de la partie agricole. Donc, c'est des services climatiques, finalement, bon, pour lequel on arrive à apprécier la vulnérabilité un petit peu temporelle des événements qui risquent de suivre sur l'environnement, sur les écosystèmes, pour aboutir à notre niveau à répondre à des questions sylvicoles derrière. Donc l'outil sylvoclimatique finalement doit appliquer des notions de changement temporel, de changement stationnel pour arriver et répondre à des questions sylvicoles. Alors, pour comment répondre à cette question en disant que les outils sylvoclimatiques, en tout cas, il y en a quand même plusieurs. Beaucoup peut-être, on pourrait se dire ça comme ça, mais ils se complètent pour la plupart. Peut-être que certains, on pourrait dire qu'ils font la même chose. Et donc, c'est toujours difficile de ne parler que de certains. Donc finalement, je me suis basé sur un travail qui a été fait dans le cadre de Climessence. Et je le cite à la fin, c'est-à-dire que il y a d'autres outils que Climessence qui sont aussi disponibles. Du coup, voilà, j'ai essayé de reprendre un petit peu ça. L'idée, c'est de plutôt vous exposer, en tout cas, 3 outils pour lesquels il y a disons une temporalité qui est étudiée, c'est-à-dire en effet on voit de manière temporelle s'il y a une aggravation par soit en tout cas de Météo France un petit peu injecté dans des modèles pour voir en effet s'il y a des choses qui sont changeantes. Donc là je vous mets justement Climessence qui est proposé par le RLTA Force. Si vous avez des questions, Alexandre est là, je vous l'ai dit, hein. Je vais juste renvoyer après. Bon, l'intérêt en effet de Climessence, d'une part, c'est de pouvoir avoir des cartes, déjà des variabilités par rapport à des essences qui sont parfois peu connues au niveau des critères d'installation, des critères stationnels qui pourraient être intéressants. Donc voilà, donc on a un peu un panel de choix d'essences potentielles. Et puis derrière, on a aussi des aires de compatibilité, finalement, lorsqu'on se projette de ces essences à quelques dizaines d'années, en tout cas là c'est pour 2050, par un modèle qui s'appelle IKS. Sylvae, donc on a Christian Pédalu dans la salle, donc s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter, mais met à disposition également pas mal d'outils, alors qui sont des outils cartographiques quelque part, donc on a en effet des bilans hydriques climatiques qui vous sont proposés gratuitement et qui permettent aussi pour le gestionnaire finalement aussi d'intégrer ces notions-là et d'aller peut-être aller chercher un petit peu d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui et potentiellement ce qui se passera demain. Alors, vous allez me dire, je suis un peu... oui, je vais vous parler de BioClimSol. Alors, une diapositive par rapport aux autres, bon, non, c'est parce qu'en effet, dans les travaux que je vais vous exposer après, je vais plutôt parler de travaux liés à BioClimSol. Pour autant, les autres sont très bien aussi, et que tout ça, c'est dans un monde où on peut tout utiliser de manière conjointe. Alors, BioClimSol, bon, en tout cas, ça essaye d'approcher 4 critères, c'est bon, en tout cas 4 parties interconnectées, c'est comme ça que c'est indiqué. Donc avec des cartes de vigilance climatique sur lesquelles, en effet, on ne regarde un petit peu que le climat par rapport à des essences.
donc une carte géolocalisée. Un indice bioclimatique, c'est un indice de vigilance, alors, pour lequel on va aller un petit peu plus loin que la partie climatique. On regarde souvent aussi les interactions, c'est ce qu'on a un peu entendu aussi dans les autres exposés, hein, des interactions sol, hein, des interactions avec le peuplement. Donc ça va donner un indice finalement sur le terrain, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut constater que sur le terrain, qui ne sont pas modélisées, ou en tout cas qu'on ne peut pas cartographier. Avec après des modules qui sont censés aider en tout cas un gestionnaire sur des modules de boisement et haute écologie des essences, pardon. Et après des propositions, des grandes pistes de recommandations sylvicoles dans ces tableaux qu'on voit rien du tout d'ailleurs. Mais c'est plus net ici, mais en effet, on a l'impression que c'est pas net du tout là. Voilà, donc ça c'est un peu pour brosser l'idée de ce qu'est BioClimSol. C'est une application qui se veut cartographique en amont, plutôt pour les CRPF, et puis surtout un outil de terrain, tablette, smartphone, donc pour le terrain, du coup, parce qu'il y a des aspects en effet qu'on ne peut pas modéliser en amont. Alors, par rapport à ça, c'est un petit peu comment ça se croise un petit peu ces différents modèles. D'un côté, on a la télédétection, de l'autre côté, on va plutôt en effet avoir ces outils sylvoclimatiques. On pourrait dire en effet qu'en données d'entrée de modèles de télédétection, c'est un petit peu ce qu'on évoquait ce matin, ça pourrait répondre en tout cas à des problématiques que l'on rencontre nous, c'est-à-dire la communauté des télédétecteurs. C'est-à-dire que ce qu'on a pu entendre ce matin, c'est que parfois il y a des interactions entre le sol, enfin de la végétation basse, ce qu'on peut observer par le haut, en se disant en effet qu'il y a sûrement du bruit qui émane de ça, et que peut-être qu'on pourrait essayer en tout cas de contrôler ce bruit en essayant d'isoler peut-être les zones à fougères, comme on l'a entendu ce matin par Hilaire, sur du pin sylvestre. En effet, peut-être des zones finalement où le pin sylvestre est présent, ce serait un modèle spécifique, avec les zones où on ne retrouverait pas cette fougère-là sous pin sylvestre, pour se dire qu'on aurait finalement deux modèles de télédétection pour lesquels on arrivait peut-être à mieux isoler finalement ce qui est du dépérissement en fonction de ces deux critères-là. Donc pour ça, on pourrait se dire qu'on pourrait utiliser en effet des cartes de pH issues de Sylvae, par exemple, ou alors une autre modélisation qui avait été faite par un autre projet, donc c'était les cartes de station, ça s'appelait Prestation No, Prestation pour le Nord-Ouest, donc qui était menée par le CNPF au niveau de Normandie, Hauts-de-France, où on essayait en effet à partir d'informations déjà modélisées parfois, d'arriver à des cartes de station pour essayer d'avoir une approche de terrain et d'avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. Bon, tout ça, les avantages, ça pourrait en effet de mieux cibler peut-être des problèmes sanitaires qui seraient un peu isolés par rapport à des problèmes qui sont plutôt liés aux faciès sylvicoles et puis à ce qui se passe en dessous, donc éviter les bruits. L'inconvénient, c'est que on a est-ce qu'on arriverait vraiment avec ces modèles, puisque ça reste des modèles, à bien isoler des zones homogènes? Et donc, est-ce qu'on aura aussi suffisamment après de données de référence pour pouvoir faire des modèles différenciés en fonction finalement de ces deux approches-là? C'est-à-dire que là où j'ai de la fougère, il faut que j'ai un nombre suffisant de points de terrain pour isoler ce qui est du dépérissement et pas du dépérissement, et la même chose à côté. Et imaginons qu'on rajoute la caline par-dessus, forcément, les données de terrain doivent se multiplier à gogo. La partie stratification, alors ça marcherait dans un sens, et là je l'ai mis plutôt dans un sens, mais on pourrait parler aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire comment on peut utiliser finalement d'un côté la télédétection ou la partie les outils sylvoclimatiques comme un outil de stratification pour nous aider sur le terrain finalement à ne pas faire un maillage systématique et aller finalement un peu à l'essentiel. Alors là, l'exemple que je prends, c'est dans le cadre du pin sylvestre en région Centre-Val-de-Loire. L'idée, en effet, c'était d'avoir une approche un peu surfacique d'intensité, en tout cas du dépérissement du pin sylvestre qu'on peut observer, pas qu'en centre, en Val-de-Loire, il y a un petit peu ailleurs. Et du coup, on a utilisé un outil, l'outil pin sylvestre BioClimSol, pour se dire, qui a été construit à partir de données DSF à la base, donc qui avait déjà utilisé des données de terrain, et qui était plutôt là, en effet, basé climatiquement avec des variables issues de Safran de Météo France. Et une autre approche qui était donc une autre approche aussi qui était sur la partie sol. Donc là, d'un côté, on avait en effet des variables climatiques qui ressortaient, alors qui étaient plutôt liées finalement à des orages qui avaient un peu sauvé la mise en 2018. Et puis de l'autre côté, finalement, des approches un peu sol pour se dire on va essayer de stratifier à partir de ça selon quelques hypothèses, en se disant que la réserve utile, forcément, le compartiment sol est important et on risque en effet d'avoir plutôt des dépérissements, à dire d'experts, plutôt dans des zones où la réserve utile était un peu moins favorable, pour arriver finalement à un tableau que vous voyez rien, mais croyez-moi sur parole, sur le fait qu'on a essayé de stratifier ça de manière à peu près équilibrée pour répondre sur une problématique de télédétection derrière, donc avoir une approche de terrain, mais également, bien sûr, de pouvoir répondre aussi à plutôt des réponses sur ce qu'a pu sauver ou les facteurs de compensation sylvoclimatiques qui pourraient également aider dans tout ça. Voilà, donc à la fin, on a en effet cette stratification-là. Bon, l'avantage de tout ça, c'est d'optimiser les relevés de terrain, de passer un peu moins de temps et avoir un peu moins de déchets, et du coup d'essayer déjà d'avoir quelque chose d'équilibré.
L'inconvénient, c'est toujours pareil de disposer de données de référence qui permettent d'avoir des zones, enfin, de détecter vraiment des zones homogènes et de pouvoir d'avoir la pertinence, en tout cas que les modèles soient assez pertinents. Clairement, sur cette partie engorgement réserve utile, le modèle en soi, il n'était pas si optimal que ça. À la fin, ça s'est à peu près bien équilibré, mais si on regardait un peu par point, finalement, la prédiction du modèle n'était pas si bonne que ça. Mais bon, à la fin, on avait quand même quelque chose qui était à peu près équilibré, peut-être un peu par chance derrière. Là, c'est plutôt la phase utilisation en référence terrain. Je crois qu'on en a un peu parlé aussi ce matin. C'est comment finalement la partie télédétection peut répondre aussi à ces problématiques de terrain. Donc là, je reprends un petit peu le travail qui a été fait, qui a été exposé déjà, c'est-à-dire qu'au niveau scolite, il y a eu des travaux préalables à ce qui a été montré par l'INRAE. Donc il y a eu des commandes qui ont été faites au CERTIT et à Téléspazio. Donc dans le cadre de ce projet-là, donc RegioRoute 2, pardon, donc il y a eu du coup l'utilisation d'un des produits de télédétection qui est émané donc de Téléspazio. L'idée, c'est que à partir de ça, finalement, d'avoir des points de référence terrain qui correspondraient à des zones où on les avait détectées scolitées, des zones qui étaient plutôt proches de zones scolitées, donc c'était plutôt des zones qui touchaient des zones scolitées, donc des points de référence dans ces zones-là, et des zones qui étaient plutôt saines et isolées, pour lesquelles on se disait qu'il y aurait moins d'artefacts. Et ça donne en effet une carte climatique plutôt sur des variables qui, a priori, répondaient un petit peu à ces aspects-là. L'idée, c'était de pouvoir en tout cas comprendre quels étaient les facteurs favorisant plutôt l'émergence finalement, de peuplement dépérissant du geoscolite. Et à partir de là, c'était également le fait qu'on arrivait à partir avec une autre partie terrain, une autre prospection terrain complémentaire, de comprendre également les facteurs favorisant au niveau du terrain, donc favorable ou défavorable. Et là, c'est là où on a vu apparaître en effet des notions de sylviculture, de densité et de hauteur moyenne. Là, du coup, c'est valoriser les produits de télédétection, limiter les phases d'acquisition de données de terrain, c'est toujours le problème, et ça coûte cher, on l'a dit ce matin. Mais le problème, c'est la prise en compte des erreurs des modèles, puisque derrière, on a également, j'avais normalement une petite animation sur les modèles en soi, forcément, il y a des commissions, des omissions, même si le produit était plutôt de bonne qualité. Derrière, on va en effet prendre en considération des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies, et comment on peut les mettre en perspective. La validation d'hypothèses, donc du coup je vais être un peu en retard, il faut que j'accélère. Là, l'idée c'était de croiser des résultats issus de télédétection avec des modèles sylvoclimatiques. Donc là, on était dans le cadre d'un programme avec le pin sylvestre, et donc qui était issu des travaux avec Sentinel-2, sur lequel on avait fait des classifications. Et puis du coup, un outil sylvoclimatique pour voir finalement si ça matchait ou si ça ne matchait pas. C'est-à-dire que là où on a du dépérissement, est-ce qu'avec des critères plutôt climatiques, et pas que, ça pouvait matcher ou pas? C'est-à-dire qu'on arrivait à comprendre finalement, et c'était clair, là où on avait dit que c'était du dépérissement, là où l'outil sylvoclimatique dit que c'est à fort risque, du coup, ça correspondait bien. Bon, le nuage fait comprendre que ça ne matche pas bien. Et en fait, c'est un résultat en soi, c'est-à-dire que derrière, en effet, ce n'est pas que le climat ne répond pas à tout. Et que derrière, il y a bien des facteurs favorisants ou défavorisants, finalement, qui rentrent en compte. Et là, entre autres, ici, il y a des aspects aussi de surface terrière qui jouent beaucoup dans la partie pin sylvestre. Et puis des facteurs de compensation de sol qui jouent également. Donc du coup, c'est une des réponses, mais bon, j'interprète ça comme je veux, finalement, mais non, c'est une réponse en disant, en effet, que ça ne répond pas comme ça. Donc là, l'intérêt, c'est de valoriser, d'avoir des valeurs pédoclimatiques et d'évaluer le lien. Et l'inconvénient, c'est la prise en compte, encore une fois, des erreurs des modèles et des paramètres de compensation qui ne sont pas cartographiables. Là, on va plutôt partir sur la partie vraiment opérationnelle. Donc, c'est d'avoir, vous avez long, large en travers, on a parlé de châtaignier. C'est vrai que dans le cadre de ça, du coup, on a des cartographies de dépérissement et comment, finalement, le terrain va s'approprier tout ça. Donc là, l'idée, c'est qu'il a deux produits en main. D'un côté, la partie télédétection. De l'autre côté, un outil sylvoclimatique, BioClimSol, qui lui donne en effet une cartographie d'un côté, puis surtout un élément de terrain avec une tablette qui permet d'aller un peu plus loin. Donc on a ça. Et de fait, comment on peut combiner un peu le résultat des produits? L'idée, c'était de se dire qu'en zone de vigilance où il y a peu de risques, donc là, c'était plutôt côté BioClimSol, les peuplements donc, du coup, qui étaient dits sains, classifiés sains au niveau télédétection, on peut se dire qu'il y a encore de l'avenir, que c'est encore améliorable. Et donc, du coup, potentiellement, c'est un peu le sentiment qu'on peut encore y faire quelque chose. En zone de vigilance à risque moyen et fort, toujours pour des zones classifiées saines, pour le coup, il y a quand même un diagnostic complémentaire à faire, parce que nous, on l'a vu sain, mais derrière, ça peut basculer a priori. En tout cas, ce n'est pas favorable, semble-t-il, vu de haut, avec le modèle. Donc, du coup, il faut peut-être aller sur le terrain pour se dire, il y a peut-être des facteurs de compensation pour se dire, on continue, ou alors c'est vraiment défavorable sur le terrain, il faut qu'on passe peut-être à autre chose.
Et il y a bien sûr l'encre qui rentre en jeu. Pour les parties dépérissantes, j'allais dire, j'ai quasiment résumé ça assez simplement. Donc quand c'est classé dépérissant, toute zone confondue, il faut y aller. D'accord ? Donc il faut refaire un diagnostic, aller voir pour la partie encre avec l'outil Vigilanc par exemple, pour valider d'une part le dépérissement observé et les facteurs de compensation potentiels. Pour les zones ruinées, parce que c'était vraiment notre niveau extrême, donc c'était notre classe 5 qu'on a évoqué tout à l'heure, pour le coup, la messe est quasiment dite, donc de fait, il faut plutôt substituer l'essence avec des grandes interrogations derrière. Donc il faut y aller, plutôt bien sûr faire un diagnostic sol, climat, pour voir ce qu'on peut proposer derrière et ce qu'on pourrait faire, en enrichissement, en amélioration. Il y avait normalement une diapositive de fin qui ne veut pas s'afficher. Hop, voilà, elle arrive. Si je résume un petit peu ça, on a des questions encore pour utiliser finalement le cadre, enfin, l'utiliser avec les modèles silvoclimatiques, pardon. On a des choses qui sont déjà en cours et c'est déjà utilisé, on arrive à les combiner. Il reste des questions en effet lorsqu'on construit des modèles de télédétection, à savoir comment on peut utiliser finalement en amont un peu ces outils silvoclimatiques ou ces cartes qu'on peut déjà nous produire. Pour la partie usage en produits de télédétection, c'est également déjà en cours pour construire ou améliorer des outils silvoclimatiques. Mais par contre, on reste sur la question avec les incertitudes qui sont liées à l'utilisation de modèles. Comment fait-on ? En usage combiné, ça apporte de l'information, mais donc pour guider bien sûr le gestionnaire et le conseiller forestier, mais bien sûr, ça n'enlèvera pas qu'il y aura besoin de diagnostics complémentaires sur le terrain. En perspective, c'est se dire aussi que ce type d'outil-là, là on parle de BioClimSol, par exemple, qui est un outil de terrain, mais demain il y en a d'autres et il y en a déjà d'autres, ça apporte de l'information de terrain de base, et que tout ça c'est une base de données aussi qui pourrait utiliser et enrichir en tout cas les travaux qui sont déjà en cours. Et bon, en tout cas, c'est des perspectives qui sont plutôt côté télédétection aussi, à se dire, bon, il y a de l'information de terrain, comment on pourra la valoriser demain. Voilà, désolé pour avoir dépassé.